Bonjour à tous. Donc au programme de cette présentation, on va vous parler de la gestion-élimination des chlorates et perchlorates dans la production d'eau ingrédients. Donc pour cette présentation, ici présent Michael Tourneau, donc, je suis responsable marché agroalimentaire et il y aura une intervention également de monsieur Thomas Ferron, qui est le directeur commercial BWT pour le marché de l'industrie. Donc au programme de cette présentation, deux étapes je dirais. La première, c'est comment les éliminer à partir du moment où leur présence est révélée. Et ensuite, deuxième partie donc, présentée par Thomas sur comment éviter leur formation. En guise d'introduction et pour rentrer dans le vif du sujet, un premier volet sur la réglementation. Donc là, vous avez notamment un extrait du journal officiel au niveau de parution de la Communauté européenne. C'est un texte qui a été écrit par le groupe Contam. C'est un groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire. Et il m'a paru intéressant en fait, de ressortir deux choses. La première, en fait, c'est qu'au niveau sanitaire, sur les chlorates et perchlorates, les populations sensibles en fait, sont les populations les plus jeunes. Pour être plus précis, c'est tout simplement les nourrissons. Parce qu'ils présentent notamment une carence en iode. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les chlorates et perchlorates, au niveau de leur effet néfaste en fait, vont inhiber en fait l'absorption justement de l'iode au niveau de la thyroïde. C'est tout simplement des perturbateurs endocriniens. Deuxième chose, c'est les industriels qui de fait sont concernés par cette problématique. Donc il y en a deux là qui sont évoqués dans ce paragraphe. Un, c'est le premier l'industrie des fruits et légumes. Et deux, on revient donc sur tout ce qui est industrie du lait et poudre laitière, avec notamment tout l'aspect infantile. Toujours sur la réglementation, ce qu'il faut savoir en fait aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de normes qui sont données, de directives. Donc par défaut, des organismes tels que l'EFSA ou la DGS, Direction Générale de la Santé, vont vous donner des valeurs guides. Donc là, pour le coup, je vous ai listé par exemple les valeurs pour les chlorates. Donc LMR, c'est limite maximale de résidus. Donc par défaut, on est sur du 0,01 mg par kilo. DJA, en fait, c'est la dose journalière admissible de 3 microgrammes par kilo de poids corporel. Et en comparaison, en fait, vous le voyez, sur le perchlorate, on est sur une valeur qui est 10 fois inférieure. C'est tout simplement lié, je dirais, au caractère nocif de la molécule. D'autres valeurs références. L'OMS, au niveau de l'eau potable, vous voyez qu'on est quand même sur une valeur relativement élevée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une eau de ville, par exemple, peut être considérée potable alors qu'il y a une présence de chlorate et perchlorate dans l'eau. Par contre, vous voyez qu'au niveau de la DGS et sur les perchlorates, on préconise en fait une valeur inférieure à 4 microgrammes par litre pour la préparation de biberons pour les nourrissons par exemple, et inférieure à 15 microgrammes par litre pour les femmes enceintes. Alors, quelle est l'origine justement de ces chlorates et perchlorates? Même principe, je vous ai un petit peu comparé les deux molécules, on va dire. Donc le chlorate, il faut savoir que jusqu'en 2008, en fait, c'était utilisé en tant que pesticide et herbicide, même plus précisément. Et c'est surtout un sous-produit du chlore et du dioxyde de chlore. Vous le verrez notamment sur la seconde partie de la présentation. C'est là-dessus qu'on va travailler, sur les alternatives en fait, au chlore, à l'eau de javel classique. Comment utiliser un désinfectant sans produire ces sous-produits. On arrive ensuite sur les perchlorates. Donc eux sont naturellement présents, mais ça reste quand même relativement rare. Ils sont présents dans les engrais base nitrate. Ils sont utilisés dans certains procédés industriels, dans certains procédés industriels sous forme de perchlorate d'ammonium, et justement dans les domaines aérospatial et militaire. Et enfin, c'est également un produit de dégradation de l'eau de javel. La remarque en fait par rapport à ça, c'est que l'eau, le sol et les engrais de fait sont considérés comme des sources potentielles de contamination en chlorate et perchlorate. Alors on vous a parlé justement de sous-produits de dégradation du chlore, donc on va s'intéresser un petit peu plus à la chimie du chlore. Première chose, pour information, rappel je dirais,
Le chlore, en fait, l'eau de Javel, tout simplement, pour la fabriquer, on part d'une base dichlore avec ajout de soude et on forme donc NaClO, c'est l'hypochlorite de sodium ou eau de Javel du commerce. Cette Javel, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, elle se décompose naturellement à température ambiante. Et par contre, cette dégradation peut être accélérée par la chaleur, la lumière et la présence d'ions métalliques, donc un passage, par exemple, tout simplement dans une canalisation. Autre information importante, c'est qu'au plus vous allez travailler avec une Javel à concentration élevée, au plus les vitesses de dégradation, de décomposition sont importantes. Et la résultante en fait, de cette dégradation, c'est tout simplement la formation de ces ions chlorate et perchlorate. Alors, quels sont les industriels concernés en agroalimentaire par rapport à cette problématique? Je vous en ai cité précédemment deux. Donc, le premier, c'est l'industrie laitière, et vous l'avez compris avec le lait et la poudre infantile. Et c'est notamment lié à tout ce qui est lié au phénomène de concentration, au process poudre. Le deuxième, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Et quand on parle des produits transformés qui en sont dérivés, ce sont les jus. Le troisième, c'est les boissons. Donc là, on élargit même au soft. Et on pourrait même ouvrir, je dirais, malheureusement, j'ai envie de dire, à tout consommateur d'eau de ville chlorée. Alors, on va faire un focus sur l'industrie laitière par rapport à cette problématique. Peut-être en expliquer la raison quand même. Il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même une croissance, une activité en France qui est liée à cette activité, ce qui est au final plutôt une bonne nouvelle. On a des extensions d'usines, on a des créations d'usines par rapport à ce besoin en lait et poudre laitière. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est que cette industrie justement laitière nous sollicite beaucoup par rapport à ces problématiques. Alors pour comprendre en fait la croissance un petit peu liée à cette activité, il faut comprendre que le marché chinois s'est notamment tourné vers l'Europe et la France suite à deux scandales sanitaires que ce pays a subis. Donc en 2008, c'était le scandale du lait frelaté. Et le dernier en date, c'est en 2013. Une bactérie à l'origine du botulisme a été retrouvée en fait dans des lots de la coopérative laitière néo-zélandaise Fonterra. Alors par contre, la conséquence est, je dirais, assez importante et directe, c'est que la Chine a complètement fermé de fait son activité avec ce fournisseur et s'est donc tournée vers d'autres fournisseurs, tels que la France. Quelques chiffres pour illustrer ces propos. Vous avez là par exemple des notions de croissance entre 2014 et 2015 sur poudre de lait entier et poudre de lait écrémé. Donc on est sur une croissance entre plus 9 et plus 40%. Et une citation que j'ai reprise dans Process alimentaire d'une personne de l'INRA, donc qui annonce une croissance de 20% en volume sur le lait infantile, donc ce qui est relativement conséquent. Alors quels sont les enjeux de ces industriels? L'enjeu numéro 1, vous l'aurez compris, c'est l'hygiène. L'hygiène et la qualité d'eau en fait partie. On tend aujourd'hui vers le risque zéro. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a quelques années, on nous sollicitait, je dirais, sur des problématiques de dénitratation d'eau. On nous demandait, par exemple, d'être inférieur à 5 mg par litre de nitrate. Aujourd'hui, on nous demande de garantir l'absence de chlorate et perchlorate. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est qu'on est sur du non détectable au niveau de ces molécules. Et par exemple, pour le chlorate, on nous demande d'être inférieur à 1 ppb, ce qui est relativement, en termes de performance, ce qui est relativement important. Le deuxième enjeu pour ces industriels, c'est tout ce qui est lié à l'énergie et le séchage. Donc là, c'est le rôle des ensembliers process, en fait, tels que SPX, Tetra Pak, GEA et autres. Et le dernier enjeu, c'est valorisation des fractions laitières, donc protéines, minéraux. Et lié à ça, en fait, nous, on nous sollicite également sur tout ce qui est économie d'eau. Donc voilà un petit peu pour le contexte, je dirais, les enjeux du marché. On va maintenant balayer un petit peu les différentes technologies possibles. Et la première qui a été évoquée en tout cas à un moment comme application potentielle, c'est l'absorption sur charbon actif. Donc une fois n'est pas coutume, mais je vais commencer par vous présenter une technologie qui malheureusement ne donne pas satisfaction. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le charbon actif effectivement une action de déchloration de l'eau de Javel. Bon, c'est une réaction chimique en fait dite de surface, hein. On n'est pas sur un procédé d'absorption, avec une efficacité donc sur l'hypochlorite de sodium, sur les chlorites. Mais la chimie du chlorate, pour le coup, est différente. C'est qu'on est sur un mécanisme d'absorption de la molécule
Mais cette molécule est tellement petite que par rapport à des phénomènes de compétitivité, notamment sur le charbon actif avec d'autres matières organiques, on n'a pas les résultats escomptés. Donc c'est une technologie qui est évoquée, mais sur laquelle on n'ira pas plus loin d'un point de vue de sa performance. Ensuite, si on se focalise plus spécifiquement sur les perchlorates, une solution est l'échange d'ions. Une solution qui présente néanmoins quelques désavantages parce qu'on est sur un traitement spécifique. Pour preuve, je vous parle uniquement de perchlorate et pas de chlorate. Et dans tous les cas, on sera sur l'absorption, je dirais, des différents anions de l'eau, mais on ne va pas du tout parler de pesticides ou autres micropolluants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est un échange d'ions qui est non sélectif. C'est-à-dire qu'on va piéger les chlorates, mais également tous les autres anions qui sont présents dans l'eau, tels que les sulfates, les nitrates, les hydrogénocarbonates. Et de fait, en fait, on va modifier l'équilibre de votre eau. Ça, c'est la deuxième information. Et la troisième, c'est que proportionnellement à tout ce qu'on va capter en ions type chlorate et autres anions, on va vous échanger dans l'eau des chlorures. Et les chlorures, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas ce qu'on préfère dans le process agroalimentaire, notamment dès qu'on a des procédés de désinfection montés en température et autres, ça peut être source de corrosion au niveau des inox. Le dernier point, c'est que le chlorate, pour le coup, a une sélectivité élevée avec la résine et la régénération va être difficile. Régénération difficile dans le sens où il faudra injecter beaucoup de saumure et il faudra ensuite se préoccuper du devenir des éluins. Donc voilà un petit peu pour la deuxième technologie potentielle. La troisième, qui pour le coup a été testée par BWT sur différents sites industriels et a été approuvée en termes de performance. On arrive aujourd'hui à des résultats non détectables, par exemple, comme évoqué tout à l'heure. Les autres avantages de cette solution, c'est qu'on a donc la performance sur chlorate, perchlorate, mais également sur les pesticides et sur tout ce qu'on appelle nouveaux contaminants, c'est-à-dire par exemple les résidus de médicaments. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'osmose inverse, je vais vous la présenter après très rapidement, mais en termes de fonctionnement, c'est un procédé mécanique, ça reste relativement simple, c'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser une pompe de surpression pour pousser l'eau au travers d'une membrane. Donc on n'est pas sur un procédé chimique avec des phases de régénération, comme je viens de l'évoquer précédemment par rapport à l'échange d'ions. Alors justement, là, vous avez une représentation schématique de l'osmose inverse, comment ça fonctionne. Donc en fait, l'idée, c'est de pousser l'eau via une pompe HP au travers d'une membrane, membrane qui est tout simplement type composite polyamide, et qui va en fait d'un côté retenir tout ce qui est sel, mais également germes et micropolluants qui nous intéressent. On va les récupérer dans ce qu'on appelle de la partie rejet ou concentrat. Et d'un autre côté, on va vous produire une eau dite osmosée ou perméa, ou je dirais même eau ultra pure. Différents termes sont associés à cette qualité d'eau. En termes d'instrumentation en fait, et de suivi d'installation, c'est assez simple, hein. Vous avez par exemple une mesure de pression en entrée-sortie, pour mesurer le colmatage éventuel de cette membrane. Et enfin, sur le perméa, vous avez une mesure de conductivité et débitmètre pour le suivi de la performance. Un des avantages de cette technologie, c'est le rendement. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 100% de rendement en termes de production. Comme vous le voyez là sur ce slide, en fait, il y a une partie d'eau qui est perdue au niveau des rejets. Le rendement standard de ce type d'installation, c'est 75%. Alors, pour illustrer ces propos, c'est que pour produire 1 m3, on va consommer en eau brute 1,25 m3 et perdre 250 litres en continu. Donc ça, c'est la donnée théorique. On a également des solutions pour monter le rendement de cette installation et aller jusqu'à 85% par exemple. Alors, slide suivant. L'idée, en fait, on a présenté, je dirais assez succinctement, la technologie qui est éprouvée, qui est maîtrisée, et maintenant, on va l'intégrer dans le process, dans le chaînage global de l'usine. Donc, on part d'une eau brute chlorée, qui est notre source, entre guillemets, de pollution. À ça, vous avez une étape de pré-traitement où là, on a développé un réel savoir-faire en fait, par rapport à la problématique chlorate et perchlorate. Pré-traitement, donc, avant de passer sur la membrane d'osmose inverse.
Cette eau-là, ensuite, va être récupérée dans une cuve. Pourquoi on fonctionne de telle manière? C'est que l'osmose inverse est un procédé continu et à débit constant. Contrairement à des process alimentaires où vous allez avoir des besoins d'eau discontinus avec des débits variables. Donc c'est le but de cette cuve de stockage qui va permettre en fait de répondre à ces appels d'eau discontinus. Donc on stocke une eau, par contre on va vous garantir la qualité bactérienne de cette eau, et c'est là où on va vous proposer par exemple un chaînage type UV puis plus filtration 0,2 ou une autre chimie telle que l'ozone par exemple, et on va voir dans quelle mesure on peut au niveau de votre process travailler sur une boucle de recirculation pour éviter la stagnation d'eau. Donc voilà le type de chaînage par exemple qu'on peut mettre en œuvre sur un site industriel pour répondre à cette problématique et in fine au niveau du process vous garantir une qualité d'eau conforme. Donc je vais maintenant passer la main à mon collègue Thomas Ferron qui va vous présenter les technologies alternatives de désinfection. Bien, bonjour à tous. Donc pour rebondir sur la présentation de Mickaël, on vous a identifié en fait deux vecteurs pour lutter contre la problématique gestion de chlorate et perchlorate. La première, c'est d'éliminer la molécule quand elle se trouve dans l'eau que vous allez utiliser sur votre process. Et le deuxième vecteur, c'est de se dire comment diminuer ou supprimer la formation de ces chlorates et perchlorates dans votre système de désinfection en entrée d'usine. Donc je vais vous faire un focus sur une technologie qui se décline en deux options. En fait, c'est de vous proposer de travailler et de produire in situ votre biocide désinfectant pour traiter votre eau. Donc le concept de base, il est assez simple. On va utiliser une technologie qui va nous permettre de produire directement sur site un biocide qui va nous permettre d'avoir une efficacité sur la totalité des micro-organismes et de vous fournir une haute qualité alimentaire. Donc on l'utilise sur du process, mais comme vous pouvez le voir, on va l'utiliser sur de la tour aéroréfrigérante par exemple, dans la gestion de la problématique légionnelle. On va l'utiliser sur de la production d'eau potable en entrée-usine, et puis on peut l'utiliser sur une multitude d'activités dans le process alimentaire, c'est-à-dire soit de la désinfection de boucles d'eau purifiée, ou alors de la désinfection de sol ou du CIP sur des installations d'embouteillage. Donc le concept de base, il est simple, c'est de se dire, on vous a expliqué en début de présentation que l'eau de Javel, du moment où elle sort du réacteur dans lequel elle a été produite, elle commence à se dégrader sous l'effet de la température, de la lumière, des UV, et en se dégradant, on va produire des chlorates et des perchlorates. Ce qu'on peut se dire, c'est que du moment où elle sort du réacteur, elle commence à produire des chlorates et perchlorates, et quand vous allez la mettre en œuvre sur votre installation, vous allez introduire les molécules qui nous posent problème derrière dans le process. Donc là, l'idée est de se dire on va le produire sur place et on va partir de trois vecteurs pour produire cette solution désinfectante. On va partir d'eau, de sel de qualité alimentaire et d'électricité. Et avec ces trois vecteurs, on va travailler, on va faire une électrolyse de cette saumure, d'une saumure, et on va produire un mix oxydant ou un oxydant très proche de l'eau de Javel, frais, qu'on va utiliser immédiatement, et ce qui va nous permettre, dans un premier cas, d'apporter nettement moins de chlorate, on en apporte toujours un petit peu, et une deuxième technologie que je vous présenterai juste derrière qui nous permet de fabriquer du chlore ultra pur, et là d'injecter zéro perchlorate et chlorate sur votre installation. Donc, partant de ce concept, en fait, de l'eau, du sel et de l'électricité, on va fabriquer un mix oxydant. Donc, ça présente un certain nombre d'avantages autres que la production de chlorate et perchlorate. C'est plus de manipulation de produits chimiques sur votre site. C'est une disponibilité immédiate de votre solution désinfectante. Et ça présente des intérêts en fonction de si votre production est discontinue, mais également dans les phénomènes de dégradation de la molécule. Plus de biocide organique, donc un impact environnemental réduit. Plus d'emballage de transport à gérer. Et puis un traitement qui, là, est un traitement permanent qui correspond à la réglementation sur les tours aéroréfrigérantes, mais qui correspond également à toute la réglementation sur l'eau de production d'eau potable et de production d'eau contact alimentaire. Donc le chaînage est assez simple. On a une technologie, en fait, un adoucisseur, un bac à saumure, un générateur pour faire cette réaction d'électrolyse, et puis derrière, un bac de stockage dans lequel on va mettre un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de doser et d'injecter cette solution désinfectante sur votre process. Donc là, je vais vous parler de technologie à plaque et juste derrière, je vous parlerai d'une technologie un peu différente. Cette technologie à plaque nous permet d'avoir des rendements de production assez forts. Par contre, cette technologie produit quand même un petit peu de chlorate et de perchlorate
par dégradation derrière de la molécule. Cette technologie va nous permettre de diminuer de quasiment 40 à 60% l'apport de chlorate et perchlorate dans votre solution. Donc en fonction de l'endroit où vous allez utiliser votre eau derrière sur le process, cette solution présente un certain nombre d'avantages et notamment son coût. Voilà. Donc ici, vous voyez des tests en fait, qui ont été faits en comparaison d'une eau de Javel classique livrée en cubiténaire et puis une solution mix oxydante produite immédiatement. Les tests ont été faits sur différents micro-organismes. Et là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est le vrai intérêt, c'est le fait d'utiliser une solution qui vient d'être fabriquée et qui est fraîche, en fait par l'action de ces radicaux libres notamment, va nous permettre d'avoir une meilleure désinfection et d'avoir une désinfection beaucoup plus rapide. Un des intérêts, c'est que pour avoir une désinfection équivalente, vous allez utiliser nettement moins de molécules chimiques, de l'acide hypochloreux notamment, et donc vous avez potentiellement moins injecté de composés qui risquent de se dégrader derrière. Donc voilà, ici on retrouve d'autres tests qui ont été faits sur c'est de la Pseudomonas ou de la Legionella, et on retrouve vraiment une efficacité, et dans certains cas, la Légionelle, on la retrouve à les non détectés notamment. Donc voilà, maintenant sur un champignon. Et donc ce qu'il faut retenir sur cette technologie en fait, d'hydrolyse de saumure à plaque, c'est l'intérêt, c'est de produire une solution qui va nous réduire de 40 à 60% l'apport de chlorate et perchlorate, tout en ayant un coût de production qui est quasiment équivalent à l'utilisation de Javel classique. Voilà. Dans un process tel que la production de lait infantile, on va vous proposer une autre technologie qui est toujours de l'électrolyse de saumure. On va produire une solution de chlore, mais là on va travailler sur une technologie qui est dite membranaire et qui va nous permettre de fabriquer un chlore ultra pur. C'est-à-dire du moment où on va utiliser cette technologie, on injectera 0 chlorate sur l'installation. Sous réserve qu'on ne stocke pas cette molécule. Du moment où vous stockez du chlore qui a été produit et que vous lui laissez un temps de contact avec la lumière, avec l'air, ou à une température élevée, vous allez avoir une dégradation classique du chlore. Ça c'est de la chimie, c'est de la chimie du chlore, hein. Ça c'est inévitable. Donc en fait l'idée c'est de produire cette molécule et de l'injecter en ligne sans qu'elle ait de contact avec le milieu extérieur. Donc voilà, là on se retrouve sur une machine, un design un peu différent. Un des inconvénients de cette technologie-là, excepté son coût, c'est 4 à 5 fois plus cher que la technologie que je vous ai présentée au-dessus. Son gros avantage, c'est de produire un chlore ultra pur. Le deuxième désavantage, il est environnemental, c'est qu'on produit un catholyte qui est de la soude qu'on ne réutilise pas dans le process. Alors après, cette soude, on peut la réutiliser dans le process alimentaire pour travailler sur du CIP, une autre installation. Mais nous, dans notre action de désinfection, c'est un sous-produit de production de cette électrolyse. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez vu le concept avec l'anode, la cathode à plaque, on fait passer l'électrolyte. Là, à l'inverse, on va avoir toujours cette anode et cette cathode. Nous avons notre électrolyte qui va passer à travers une membrane. Et la réaction, et on va beaucoup plus loin dans la réaction. En fait, on va séparer un certain nombre de molécules chimiques qui nous permettent de produire un chlore ultra pur derrière. Là, on produit, je vous parlais tout à l'heure de mix oxydant, on avait différentes molécules. Là, on va produire un chlore pur, de l'eau de Javel pure. C'est-à-dire, on entend parler sur le marché d'utilisation de chlore gazeux. Là, on produit un chlore pur directement en phase liquide et stabilisé. Donc voilà, la technologie, elle ressemble. Donc c'est du matériel fabriqué directement dans nos usines qui, au départ, a été développé pour l'industrie pharmaceutique pour désinfecter des eaux ultra pures, notamment qui rentrent en contact dans la fabrication de médicaments. Excusez-moi. Donc en fait, le chaînage est assez simple. Vous le revoyez représenté ici. Une alimentation en eau adoucie, avec derrière les deux électrolyses, la saumure, on passe dans une membrane et un stockage qui est très limité. En fait, on a un tout petit stockage qui nous permet d'injecter immédiatement la solution. Et ça, c'est la clé de l'utilisation de cette technologie dans la production sur du lait infantile, notamment pour apporter 0 chlorate et 0 perchlorate. Voilà, je vous remercie et puis on est à votre disposition si vous avez la moindre question.